Je l'ai vu pour la première fois à la rentrée, le 2 septembre 2005. Le ciel était bleu, la mer calme. Je ne connaissais pas la ville, seulement le nom. Un nom qui sonne lointain, abandonné par les locuteurs, qui ne demandent qu'à être réhabilité. Un nom détruit pendant la guerre, reconstruit par des hommes et des femmes qui avaient tout perdu. Un nom qui semble, parfois, encore chercher son signifié. Et elle était là. Je l'ai vue pour la première fois le 2 septembre 2005 et, depuis, je ne l'oublie pas. Elle marchait devant. Elle est, à jamais, la première image que j'aurai de ce port oublié de la France. Le vent, doux mais froid, soulevait l'extrémité de sa robe bleue qui dépassait d'un manteau noir court et serré. Ses cheveux, attachés en queue de cheval, disparaissaient sous le col. Elle portait une sacoche brune en bandoulière, un livre dépassé. J'essaye toujours, quand je vois quelqu'un lire, de voir le titre, la couverture. Cette fois, je n'ai pas réussi. Je regarde par la fenêtre de ma chambre. Les branches se font bousculer par la brise, la lune est en croissant. La nuit est pleine. Il fait froid, mais la fumée de ma cigarette ne supporte pas l'enfermement. Nous sommes le 2 octobre 2018. L'anniversaire de notre rencontre remonte à 13 ans et 1 mois. Nous n'avons rien fêté le mois dernier. Ensemble, du moins. J'étais assis dans ma chambre, traînant sur internet, bière et cigarette, fenêtre ouverte. Je continue à la chercher, mais ne la trouve toujours pas. Elle est le vide que je préfère, celui que je veux combler plus que tout. Je suis de retour depuis 4 mois. Chaque temps mort de ma vie lui est dédié. Je n'ai rien. Mon enquête n'avance pas. Elle n'a jamais avancé. J'ai seulement une image. Mais ça ne suffit pas. Alors j'attends, pendant des heures parfois, sur un banc de l'hôtel de ville, un galet de la plage, une chaise d'une terrasse de bar. Je fais des journées tramway. Journées qui coulent sur les rails, le visage sur la fenêtre, les yeux à l'affût de toute nouvelle silhouette. J'espère la revoir, à un coin de rue, seule, un livre à la main. Ses yeux bleus se relèvent à mon approche, un sourire se dessine sur sa bouche et elle me dit « Enfin, je t'attends depuis si longtemps. » Puis nous nous embrassons. Elle m'amène chez elle par la main, retire mes vêtements. Nous faisons l'amour toute la nuit. J'espérais qu'elle soit dans ma classe cette année. Les probabilités étaient faibles, mais sait-on jamais. Elle n'est pas en cours avec nous, mais elle hante mes pensées et projets. C'est mon nouveau fantôme. J'ai seulement peur qu'elle reste esprit et que nos corps ne se rejoignent jamais. À quoi bon nourrir un fantasme s'il n'a aucune chance de se réaliser? Ce qui tient ces fantasmes, c'est justement l'espoir. J'en regorge. 13 ans d'attente n'ont pas entamé mon désir du tout. Au contraire, mon désir se repaît de tant de mystères à combler. Elle est en études de lettres. Son écrivain préféré, c'est Gide. Elle écoute essentiellement du reggae, roots de préférence. Elle ne fume que du tabac 100% tabac et adore le pastis. Elle ne boit presque que ça. Elle va au cinéma au minimum une fois par semaine, souvent seule. Parfois, la nuit, à son bureau, elle écrit, la fenêtre ouverte parce qu'elle ne veut pas que sa chambre sente la cigarette. Je ne sais pas si elle me reconnaîtra. Nos regards ne se sont croisés que quelques secondes, quand je suis arrivé chez C. Elle était allongée sur le sol de la cuisine, les yeux vides, et elle m'a demandé de l'aide. Son grand sourire, ses yeux pétillants. J'arpentais alors la ville, la tête dans mes rêves d'amour simple. Je l'ai vue cet après-midi de septembre 2005, sous un soleil étincelant. Nous avons le même âge. Ses parents sont ouverts et gentils. Je pense qu'ils m'apprécient. Mes parents l'aiment bien aussi. Ça va être un beau mariage. Elle sera en blanc pour la tradition, mais nous n'irons pas à l'église, parce qu'aucun de nous ne croit en Dieu. Sa mère est un peu déçue, mais nous lui avons fait comprendre que l'union n'en subirait aucun dommage. Il vaut mieux quelque chose qui nous corresponde à tous les deux, plutôt que de commencer notre vie par une embrouille. C'est prévu un après-midi de septembre, en hommage. J'espère, nous espérons, que la météo sera clémente. Nous pensons l'amour assez fort pour ensoleiller cette journée. Mes amis viennent, les siens aussi. Ils sont ravis et ont hâte de faire la fête. Je ferme la fenêtre et m'allonge sur mon lit. De là, je vois le ciel couvert de lourds nuages et le croissant de lune.
peut-elle être? Si ça se trouve, elle a changé de ville, ou de visage, ou les deux. Peut-être que mon cerveau me fournit une image déformée. Peut-être que je l'ai oublié, que j'ai fatigué son portrait à force de le ressasser. Peut-être que les yeux, les cheveux, les joues, la bouche que je lui prête depuis 13 ans sont totalement mutilés. Je souhaite la revoir, combler ce vide rongeur. Mes crises d'eczéma se sont rapprochées et ont gagné en agressivité. Elles me prennent jusqu'au visage maintenant. Comme pour le faire disparaître et le remplacer par le sien, beaucoup plus doux. Jamais une personne n'avait pris autant de place dans mon corps. Sûrement un moyen qu'il, mon corps, a trouvé pour ne pas l'oublier. Je n'ai pas besoin de ça. Mes carnets sont noirs de mots sur elle, de rêves sur notre vie future, notre prochaine rencontre, de notes sur ses habits et son visage, de souvenirs d'un après-midi de septembre 2005. Je ne lis jamais ces notes. Je conserve ma mémoire d'elle sur le papier. C'est tout ce que je peux faire, en plus des journées d'attente. Le souvenir est mon arme la plus puissante, la seule pour l'instant. Alors, je m'allonge sur le lit de ma chambre de 12 mètres carrés et je ferme les yeux. Je la vois marcher, au loin, sa robe rebondissant, ses pas claquant le pavé. Elle ne se retourne pas, jamais. Elle avance jusqu'à sortir de mon champ de vision, se fondre dans l'obscurité de ma conscience. Et j'ouvre les yeux, redécouvre les murs blancs parsemés d'affiches et de quelques cartes postales. Elle s'appelle Camille Verdebout. Ce n'est pas la première fille qui s'appelle Camille que je rencontre. C'est la plus impressionnante. Elle nage dans les eaux sales de ma conscience. Elle est toujours là. Les cheveux mouillés de rouge, le corps perforé. Elle aussi est allongée dans son lit, chez une autre C, son amie. Sous la couette, elle m'atteint. Calme, j'espère impatiente, elle ne bouge pas pour me surprendre. Son corps suinte du plaisir qui monte. Elle ne sait pas si elle pourra m'attendre trop. Alors je me dépêche, pressé de la retrouver. J'ouvre la porte de la maison, grimpe les marches 2 à 2 et tourne la poignée de la chambre. Les draps blancs recouvrent son corps d'adolescente précoce. Je crois distinguer 2 seins ronds pointés sous le linge. Elle a ses cheveux devant le visage, mais j'imagine le sourire sur ses lèvres. Je suis sûr qu'elle est nue. Je m'approche, silencieusement. Je joue son jeu. Metropolis est considéré comme le premier film de science-fiction. Il raconte l'histoire d'un monde séparé en deux. La ville sous terre, où les habitants sont exploités pour alimenter en énergie le monde de la surface, habité par les riches, qui mènent une vie oisive et heureuse. Le fils du chef de cette ville découvre le sous-sol en suivant une femme de la ville basse montée clandestinement. Le prince, découvrant l'horreur des travailleurs, tente de convaincre son père d'améliorer leurs conditions. Le roi refuse et s'inquiète. Il fait suivre son fils, qui retourne en dessous afin de retrouver cette femme. Il se rend compte qu'elle entretient l'espoir d'une vie meilleure auprès des ouvriers. Le roi, furieux, demande à son savant fou de fabriquer un robot au trait de cette femme afin de calmer l'engouement dangereux. Entre le cerveau et la main, le médiateur et le cœur. Constance, la deuxième C, n'a pas suivi cette maxime. Elle me regarde dans les yeux, le coin des lèvres légèrement relevé. Elle tremble beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Elle est moins jolie que son amie, mais elle est encore là. Maintenant, Constance est inséparable de Camille. Elle s'asseyait toujours à côté aux Tourelles, leur lycée. De vraies copines. Pour la vie. Constance m'a séduit par ses yeux un peu fous, sa personnalité je m'en foutiste. Camille m'a attiré, c'est tout. Elle n'avait besoin de rien faire. C'est Camille qui m'attend. J'aime bien Fritz Lang. La plupart de ses films font mouche. Il touche à un aspect de l'humanité que certains n'osent même pas approcher. Camille l'a fait, malgré elle. Elle marche devant moi, jupe, cheveux, pas qui claquent. Constance n'est pas loin, encore invisible. Elle guette le bon moment. Mon téléphone sonne. C'est elle. Elle veut savoir où je suis. Dans ma chambre. Je ne réponds pas. Je transpire.
Elle va venir. Les murs blancs. J'embrasse Camille. Ce sera peut-être notre dernier baiser. Je t'attendrai, sur la place de l'hôtel de ville, dans les tramways, devant la gare. Je marcherai tant que tu n'es pas debout. J'éloignerai la meurtrière et les armes de ton chemin. Souviens-toi de ce que tu as vécu pour vivre encore. N'attends pas d'être sous terre pour te rendre compte du monde dans lequel tu vis. Voilà 13 ans que j'essaie de retrouver Camille Verdebout. Sous la couette, elle m'attend. Mon enquête n'avance pas et je regarde décroître le croissant de lune dans le ciel trop noir. Je l'ai vu pour la première fois le 2 septembre 2005. Il faisait beau. Puis, il y a eu comme 200 coups de marteau sur la porte du malheur. Verdebout ne bouge plus. Camille restera allongée.